Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette session de formation, la dernière avant l'été. Toujours sur notre sujet favori de l'épargne salariale, mais avec cette fois-ci un biais spécifique qui va être sur la rémunération du dirigeant. Et en fait, l'objet de cette formation, c'est comment utiliser le levier de l'épargne salariale pour optimiser donc le système de rémunération du dirigeant. Avant de commencer la formation à proprement parler, donc qui nous occupera pendant 1 heure, je vous représente notre équipe, l'équipe de Generali Épargne Salariale. Donc, déjà en premier lieu, ceux que vous avez en face de vous. Donc, Édouard de Douglas, qui est à ma droite, Et moi. et moi-même, donc Alexis Renaud-Sablonnière. On se connaît pour une partie d'entre vous. Édouard et moi nous occupons plus spécifiquement de la partie Grand Ouest de la France. Vous avez également dans notre équipe Stéphanie Guardado, à droite de la slide. Stéphanie, elle, s'occupe de la région sud-est. Et sur la région Île-de-France et Nord, vous avez Baptiste Peton. Stéphanie et Baptiste ont déjà animé l'un et l'autre des formations. Et, euh, et donc, voilà l'équipe commerciale à proprement parler. Et il faut savoir que cette équipe commerciale, euh, elle reçoit le soutien de deux personnes que sont Boris Kengfak et Élise Jacquemin, qui gèrent toute la partie vie des contrats. Et donc, ils peuvent vous accompagner dans, quand vous avez des problématiques, tout simplement, qui touchent à la gestion de vos contrats. Voilà. Donc, et n'oubliez pas notre adresse mail. Donc, vous avez nos adresses mail individuelles pour nous écrire à chaque fois, selon votre région de rattachement. Et vous avez l'adresse mail générique, celle à laquelle vous pouvez écrire dès que vous avez des sujets, vous pouvez mettre en copie systématiquement, qui est épargne.salarial@generali.com. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Juste avant, je me permets, pour les questions que vous aurez au fur et à mesure de la présentation, on vous invite à les poser directement dans le chat. Nous, on en prendra connaissance et puis on essaiera surtout d'y répondre à la fin du chat pour essayer d'avancer le plus possible dans la présentation, parce qu'on a beaucoup d'éléments à vous partager aujourd'hui. C'est une formation qui sera assez dense, donc pour éviter de nous ralentir dans le rythme, on prendra le temps de répondre à la fin. Donc, posez vos questions, on prendra connaissance des questions à la fin. Alors, petit rappel, ceux qui nous suivent régulièrement connaissent ce slide par cœur, mais ça vaut toujours le coup d'y repasser quelques minutes rapides pour les plus néophytes, histoire de bien fixer les concepts dans la tête de tout le monde. L'épargne salariale, vous le savez, quand on parle d'épargne salariale, on parle de deux enveloppes que sont le PEI, ici, et le PERCOL, ici, le PER collectif. D'accord? La différence entre ces deux enveloppes, c'est que vous avez d'un côté une enveloppe d'épargne à moyen terme, le PEI, avec une sortie en capital possible après 5 ans, plus tout un tas de cas de déblocage anticipé, le départ de l'entreprise, la naissance du troisième enfant et des suivants, le mariage, l'achat de résidence principale, etc., plus tous les accidents de la vie. Et vous avez une enveloppe d'épargne à long terme, qui est le PER collectif, qui est donc là un plan d'épargne retraite. Et le principe, c'est que là, la sortie en capital ou en rente, les deux sont possibles, euh, sont envisageables au moment de la retraite, ou bien cas de déblocage sympathique pour l'achat de la résidence principale, en plus de tous les événements plus désagréables de la vie. Donc,
vous voyez que le cas de déblocage commun aux deux, le plus sympathique, c'est l'achat de résidence principale, ce qui veut dire que chacune de ces deux enveloppes intéressera les salariés des entreprises, quel que soit leur âge, d'accord? Parce que l'achat de résidence principale, ça peut concerner les gens tout à fait en début de carrière. Voilà. Ces deux enveloppes, vous avez 5 manières de les alimenter. Ce sont les manières qui sont à gauche de votre écran. En premier, vous avez la participation, qui est donc la participation au bénéfice de l'entreprise, avec une formule de calcul légale. Et là, si vous voulez, il n'y a pas pour le dirigeant de maîtrise de son budget, dans la mesure où s'il applique la participation, il y a une formule qui s'applique au résultat de l'exercice de l'année N-1 et le dirigeant paye le résultat de cette formule de calcul à ses salariés. Vous le savez, la participation est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Elle est facultative quand il y a moins de 50 salariés. De manière générale, c'est peut-être l'outil le moins souple, donc on privilégie plutôt les autres modes d'alimentation, sauf dans le cas, par exemple, de structures patrimoniales, familiales, où là, la participation, c'est une manière de venir sortir de l'argent de l'entreprise dans des conditions sociales et fiscales avantageuses. Le seul plafond qu'il va y avoir, c'est on ne peut pas verser à titre individuel plus de 75% du PAS. Deuxième mode d'alimentation, l'intéressement, très différent dans sa philosophie, d'accord? Puisque l'intéressement, c'est un accord qui est toujours facultatif, donc c'est la décision du chef d'entreprise, éventuellement négociée, mais décision du chef d'entreprise de la proposer à ses salariés, d'accord? Et le chef d'entreprise maîtrise les critères qui vont conduire au paiement ou pas de la prime, sachant que ces critères peuvent être extrêmement larges. Ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être quantitatif, ça peut être qualitatif, ça peut porter sur des critères financiers, ça peut porter sur des critères de qualité de la production. Voilà, du moment que ça respecte les trois filtres qui sont que ces critères doivent être collectifs, mesurables et aléatoires, ça peut être n'importe quoi. Donc, le chef d'entreprise décide des critères, il décide du budget dans la mesure où ce budget n'est pas supérieur à 20% de la masse salariale brute, rémunération du dirigeant incluse. Il y a également, au-delà de ce budget collectif, un plafond individuel qui est le même que sur la participation, qui est de 75% du PAS. Troisième mode d'alimentation, les versements volontaires. On y reviendra parce qu'il y a vraiment c'est un sujet pour, justement pour la rémunération du dirigeant. Les versements volontaires, sachez simplement qu'ils ne peuvent pas dépasser 25% de la rémunération annuelle brute sur le PEI et qu'il n'y a pas de plafond, sur le PERCOL, sauf si on décide de rendre ces versements volontaires déductibles du revenu imposable dans le cadre du plafond 163 ici, on y viendra plus tard. Et donc là, c'est maximum 10% du revenu imposable en versement volontaire sur le PERCOL. Si le versement n'est pas déductible, et je répète, pas de limite au versement. Quatrième mode d'alimentation, Pour rebondir peut-être sur ce que tu dis, Alexis, quand tu précises que les versements volontaires sur le pays sont limités à 25% de la rémunération annuelle brute, ça n'inclut pas les dividendes, ça n'inclut que la rémunération que le dirigeant se percevra via du coup des fiches de paye, d'où l'intérêt pour un dirigeant de se rémunérer également et pas de se rémunérer exclusivement en dividendes. Sinon, il ne pourrait pas faire de versement volontaire sur son pays et éventuellement déclencher de l'abondement. On prend en compte la rémunération effectivement du travail et pas du capital, ce que sont les dividendes, donc qui sont une rémunération du capital. Quatrième mode d'alimentation, l'épargne-temps. Donc vous le savez, l'épargne-temps, vous pouvez verser jusqu'à 10 jours de congés non pris sur le PER collectif. D'accord dans des conditions sociales et fiscales extrêmement intéressantes, avec comme gros avantage pour le salarié de lui permettre d'échapper à l'impôt sur le revenu en cas de paiement des jours, et pour l'entreprise de faire baisser, ou en tout cas de ne pas faire grossir son passif social. Dernier mode d'alimentation, l'abondement.
L'abondement, donc avec des plafonds, donc c'est le versement complémentaire que l'entreprise fait sur un versement salarié. L'abondement maximum sur le PEI, c'est 8% du PASS, 3 200 euros. L'abondement maximum sur le PERCOL, c'est 16% du PASS, qui sont donc 6 500 euros à peu près. D'accord? Et donc le chef d'entreprise décide à la fois du taux, enfin du plafond d'abondement, donc entre 8 et 16% selon le pays du percol, et du taux auquel on va aller atteindre ce plafond, entre 50 et 300%, grosso modo. Donc vous voyez que tout cumulé, il y a la possibilité de verser une rémunération qui va jusqu'à 174 euros du pass par salarié et par an. 174%. 174%, pardon. C'est pas beaucoup. 174 euros. Désolé. Ce sur quoi je voudrais insister avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est que l'épargne salariale, c'est accessible à toutes les entreprises à partir du moment où il y a un salarié en plus du chef d'entreprise. Et ce salarié doit être embauché depuis au moins un an, année civile N-1, pour que le dirigeant puisse en bénéficier. D'accord? Donc, dès que cette condition de présence d'un salarié est remplie sur l'année civile N-1, le chef d'entreprise peut bénéficier de l'épargne salariale. Donc, vous voyez que c'est une exception qui est extrêmement large. Ce que je voudrais vous montrer ici sur ce slide, c'est que depuis l'adoption de la loi Pacte, vous avez un intérêt extrêmement fort à la mise en place de ces dispositifs dans l'entreprise parce que vous n'avez pas d'éléments de rémunération qui soient plus intéressants pour les salariés et pour l'entreprise. Vous voyez que la colonne qui va nous intéresser le plus, c'est la deuxième colonne qui est le paiement en épargne salariale. Vous voyez que pour un coût entreprise de 1000 euros, là où le salarié perçoit le plus, ce coût entreprise est le même pour tous les modes d'alimentation, là où le salarié perçoit le plus, c'est bien l'épargne salariale via intéressement, participation, abondement pour les entreprises de moins de 50 salariés, puisqu'il n'y a même plus de forfait social. Donc pas de charge patronale, pas de charge sociale, pas de forfait social, pas d'impôt sur le revenu pour les salariés, une unique taxation à payer qui est la CSG-CRDS, 9,7%. Et donc, vous êtes à 97 euros. Donc, vous voyez que sur 1000 euros versés par l'entreprise, déboursés par l'entreprise, le salarié perçoit 903. Donc, en termes d'efficacité de la rémunération, on ne fait pas mieux que l'épargne salariale. Pour le dirigeant, entrons là, cette fois-ci, vraiment dans le vif du sujet. Pour le dirigeant, quel est l'intérêt de se verser une rémunération? Ce qu'on dit souvent, le grand débat, c'est rémunération en salaire ou simplement dividende. Pour le dirigeant, l'intérêt de se verser une rémunération par rapport à l'épargne salariale, c'est déjà de pouvoir participer légitimement et pleinement à tous les dispositifs que je vous ai présentés juste avant. D'accord? Vous voyez par exemple que sur le PEE, s'il n'a pas de rémunération, il ne pourra pas faire de versement volontaire puisqu'il n'aura pas de rémunération au titre de l'entreprise et donc il ne pourra pas déclencher l'abondement PE. Donc déjà, il perdrait une partie de l'efficacité. Il ne pourrait pas bénéficier de l'intéressement et de la participation si elle était répartie proportionnellement au salaire, par exemple. En plus, ça permet de faire grossir l'enveloppe d'intéressement, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enveloppe maximum d'intéressement, c'est 20% de la masse salariale, rémunération du dirigeant incluse. D'accord? Et enfin, dernier point, ça plus à titre personnel, ça permet aux dirigeants, donc le fait de se verser une rémunération en salaire, d'utiliser le levier de l'épargne salariale, voire de les créer pour consommer ces plafonds d'épargne retraite. On va le voir un petit peu plus loin. J'en profite pour vous préciser que le cas du conjoint collaborateur est important puisqu'il permet de bénéficier de l'intéressement et de la participation proportionnelle au salaire dans la limite d'un quart du pass à titre dérogatoire. D'accord? Donc le conjoint collaborateur est éligible également
à l'utilisation du levier de l'épargne salariale pour préparer sa retraite. Il y a, vous le savez, un dilemme pour le dirigeant qui est de se dire: est-ce que j'ai plus intérêt à utiliser mon PER1 ou mon PERCOL pour faire mes versements volontaires défiscalisants? Dans le cadre, par exemple, du plafond 154 bis. Ce qu'il faut voir, ce qui va être un élément intéressant, et on va y revenir tout à l'heure, c'est que le dirigeant va pouvoir faire ses versements 154 bis sur son PER collectif. Et ce qui peut être une bonne stratégie, c'est que ces versements 154 bis sur le PERCOL déclenchent l'abondement PERCOL. C'est-à-dire que des versements que le dirigeant aurait fait sans redoubler leur efficacité par un abondement, par exemple sur un PER individuel, il va pouvoir les faire sur son PERCOL et donc renforcer l'efficacité de son versement. Et ce qui va être intéressant, c'est peut-être de mettre un taux d'abondement relativement faible. Vous voyez, par exemple, mettre un abondement non pas à 300%, mais plutôt à 100, voire à 50%, pour que le dirigeant, si vous voulez, aille chercher l'efficacité de son versement sur toute la profondeur du plafond d'abondement PERCOL. On y reviendra si cette partie n'est pas très claire pour vous, mais ça peut permettre, si vous voulez, de renforcer l'efficacité du dispositif pour le dirigeant sans pour autant que ce soit aussi simple à faire pour l'intégralité des salariés. Maintenant, il va y avoir une vraie différence à bien pratiquer dès le début. Ça va être la différence entre les statuts du dirigeant. Est-ce que vous savez, dans ces entreprises, qui est TNS et qui n'est pas TNS? Vous voyez, vous avez le dirigeant d'une entreprise individuelle, d'une URL, d'une SARL, gérant majoritaire d'une SARL, et de l'autre côté, gérant minoritaire de SARL et président ou directeur général d'une SA ou d'une SAS. Vous voyez, le TNS, c'est ceux qui sont dans la partie au-dessus, en haut de l'écran, et ceux qui sont travailleurs salariés, c'est ceux qui sont dans la partie en dessous de l'écran. Maintenant, vous avez un sujet. Quand est-ce qu'on est gérant majoritaire de SARL? Quand est-ce qu'on est gérant minoritaire de SARL? Là, on va prendre l'exemple qui est ici. Vous avez Jean, Thomas et Stéphane, 49%, 49% et 2% pour Stéphane. Est-ce que, avec ces informations, on est capable de dire déjà s'il y a un gérant majoritaire ou pas, et qui est gérant majoritaire ou minoritaire dans ce slide? À ce stade, on n'a pas tous les éléments pour répondre. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est si Jean et Thomas sont tous les deux co-gérants de la SARL. S'ils sont tous les deux co-gérants de la SARL, à ce moment-là, ils sont tous les deux gérants majoritaires. D'accord? Parce que 49 et 49 sont à 98%, ils sont donc majoritaires, donc ils sont tous les deux gérants majoritaires. Mais, accident de la vie, vous avez Jean qui décède. À ce moment-là, Thomas devient gérant minoritaire de SARL et donc devient travailleur salarié. Ce qui va avoir des impacts très importants sur ses plafonds d'épargne retraite et la manière dont il va pouvoir les utiliser. Pour bien vous expliquer ce point, on va vous montrer dans la diapositive suivante le coût d'une rémunération pour un dirigeant assimilé salarié et le coût d'une rémunération pour un travailleur non salarié. Merci Alexis. Donc l'idée, comme tu l'as introduit de ce slide et de la suite, ça va être de bien vous présenter, que vous compreniez bien comment est-ce qu'on construit un salaire, une rémunération en fonction qu'on soit TNS ou pas TNS, et quel est le coût de cette rémunération, et qu'est-ce qui est également en déduit, qu'est-ce qui derrière
ça représente en cotisation sociale derrière cette rémunération. Donc là, on voit effectivement la première ligne qui correspond au coût de fabrication. Donc ça induit l'ensemble des éléments d'un salaire. Donc ça induit le salaire brut, les charges patronales, les charges salariales. Si on retire les charges patronales et les charges salariales, on arrive bien au salaire net avant hier. Et sachant que le salaire imposable est toujours plus élevé que le salaire net, puisqu'on y rajoute, par exemple les avantages en nature ou la CSG déductible. Et ensuite, on arrive au net après hier, une fois qu'on a payé son imposition. Donc on voit bien que le coût de fabrication est très élevé puisque ça inclut beaucoup d'éléments, surtout les charges patronales et salariales, pour le dirigeant assimilé salarié. Quand on regarde ensuite dans le détail, les cotisations concernant le dirigeant assimilé salarié, donc il y a effectivement énormément de cotisations, toutes les listées, mais on voit qu'il y a la maladie, maternité, solidarité, autonomie, allocation familiale, etc. On va surtout s'arrêter et faire un focus sur les cotisations retraite. La retraite de base, on voit qu'il y a un taux de cotisation qui est de 10,45% à partir du moment où le salaire est inférieur à un PASS. Pour l'AGIR, qui est l'ARCO, qui représente donc le complément retraite, on a un taux de cotisation qui est de 6,01, donc on arrive quasiment à du 17% de cotisation à partir du moment où le salaire est inférieur à un PASS. Lorsque le salaire devient supérieur à un PASS, il y a un effet de vase communicant. On arrive quasiment au même taux de cotisation, sauf que la retraite de base est nettement inférieure, on n'est plus qu'à 1,90%, là où la retraite complémentaire augmente fortement et on est à 14,78%, mais pour autant, le taux de cotisation est quasiment exactement le même. Donc avec un fort taux de cotisation, c'est ce qui pèse évidemment sur le salaire net qu'on reçoit par la suite. Ce qu'il faut surtout avoir à l'esprit, quand on est dirigeant assimilé salarié, quand on cotise pour la retraite, c'est qu'il y a 40% des cotisations retraite qui sont non productives de droit. Ça correspond à quasiment des droits d'entrée pour pouvoir cotiser et donc des cotisations à fonds perdus. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une manne de cette cotisation qui n'est pas productive de droit pour la retraite. Et ça, c'est quand même relativement important. Du côté du TNS, même exercice, le coût de fabrication, avec ce qui pèse le plus lourd, donc l'assiette sociale, les réintégrations sociales. Une fois qu'on déduit tout ça, on arrive à la rémunération bénéfice imposable, qui correspond donc à la rémunération bénéfice net, et ensuite la rémunération nette après hier. Quand on regarde ensuite dans le détail, les cotisations, on voit donc la liste des cotisations. Je ne vais pas refaire toutes ces cotisations une à une, mais ce qui va être surtout à nouveau intéressant de regarder, c'est les cotisations retraite. On voit que jusqu'à un salaire de 1 PASS, on a des cotisations qui sont de 17,75%, donc tout à fait comparables avec un travailleur, avec un dirigeant assimilé salarié. En revanche, dès que le salaire dépasse 1 PASS, là, le taux de cotisation décroche fortement. On arrive à un taux de cotisation de 0,6%. Et c'est là, effectivement, où on va avoir un travail de conseil à faire dessus et une réflexion importante à faire. Voyons maintenant la fabrication d'une rémunération pour un TNS, mais du côté des dividendes. L'idée, ça va être de distribuer un dividende donc de 10 000 €, dividende brut. Donc derrière, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que c'est déjà ces 10 000 € de dividende brut dans la poche finissent à 7 000 € de dividende net. Puisque quand on fait le choix, par exemple, du PFU, on a donc 30% d'imposition qui intègre les prélèvements sociaux, donc 7 000 € de dividende net. Pour arriver sur ces 7 000 € de dividende net, ça implique un résultat de 13 605 €, puisqu'il y aura effectivement l'imposition sur les sociétés qui derrière sera réglée et qui permettront de distribuer ces 10 000 € de dividendes bruts. Si on fait le même raisonnement, à partir des 13 605 €
de résultats avant IS, mais cette fois-ci qu'on les distribue en rémunération en salaire. Ça veut dire qu'il y a effectivement la SSI à régler. Donc on arrive à 10 430 € de rémunération versée. On a notre IR à payer sur la base d'un IR, un taux d'IR de 30%, et donc une rémunération nette disponible de 7 517 €. L'idée qui ressort de cette démonstration, c'est de dire qu'à partir d'une TMI grosso modo inférieure à 41%, le dividende n'est pas toujours la meilleure idée en termes de distribution. La rémunération en salaire permet finalement d'avoir une rémunération qui est un peu supérieure au dividende, mais il faut garder à l'esprit qu'en plus, cette rémunération est productive de droit pour toutes les cotisations, et y compris les cotisations en retraite. Donc, en ayant une rémunération qui sera un peu supérieure au dividende net reçu, on aura en plus cette retraite à laquelle on cotisera en se rémunérant en salaire. On va faire le même exercice avec une TMI à 41%. Donc j'accélère un petit peu, puisque là, on se rémunère donc toujours au PFU. Donc on arrive toujours à ce résultat de 7 000 € net environ. Et du côté de la rémunération, on arrive quasiment au même résultat. Cette fois-ci, évidemment, la rémunération sera pénalisée, puisqu'on aura un taux de fiscalité à l'IR qui sera plus élevé de 41%. Mais évidemment, je vous rappelle que effectivement, ça reste productif de droit pour la retraite. Donc, même si la rémunération nette disponible est inférieure, au moment de la retraite, on sera avantagé grâce à ce versement de retraite qui sera supérieur que si on avait reçu en dividende. Donc, l'idée de ce slide, c'est de dire qu'il faut toujours garder un socle de rémunération en salaire pour un dirigeant et d'utiliser plutôt le dividende comme un complément de revenu ou comme une rémunération ponctuelle du fait que ce ne soit pas productif de droit. Et on va même aller un petit peu plus loin dans ce raisonnement en regardant que la rémunération, effectivement, comme on l'a indiqué, est intéressante à partir du moment où on se rémunère jusqu'à un pass. Parce qu'au-delà d'un pass, on a vu que pour le TNS, il y avait un fort décrochage de la cotisation retraite, qui n'était plus que de 0,6%. Donc, le conseil, c'est de se rémunérer jusqu'à un pass, et au-delà, d'essayer plutôt de privilégier un dividende en complément de rémunération. Alors, si tout est clair pour vous à ce stade, j'ai vu hein, que vous aviez des questions. On y reviendra. Peut-être je peux répondre rapidement à quelques-unes d'entre elles hein, qui ne sont pas très, très longues. On demandait si, avant de passer sur cette nouvelle partie, ce qu'on peut faire, quelles sont les dates limites de dépôt des accords d'intéressement et de participation. En fait, les dates limites de dépôt, alors pour l'intéressement, c'est 6 mois après le début de l'exercice. Donc si vous êtes en clôture comptable au 31/12, vous avez jusqu'au 30 juin pour conclure un accord d'intéressement et vous avez jusqu'au 15 juillet pour le déposer. D'accord? Donc 15 jours après la conclusion de l'accord pour le déposer auprès de la DRETS. D'accord? Si dépôt hors délai, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, les conditions sociales et fiscales de l'intéressement ne commencent à s'appliquer qu'à partir du moment où l'accord est conclu. Donc, ça veut dire à partir du 1er août, par exemple. Donc, sur toute la première partie de l'année, il n'y aura pas les déductions qui s'appliqueront. On demande, oui, les VV sur le PEI sont plafonnés à 25% du revenu brut annuel. Ça concerne l'abondement? Non, ça concerne, c'est-à-dire que si effectivement quelqu'un est rémunéré 4 000 €, il pourra verser jusqu'à 1 000 € sur son PEI. Et donc, si il verse 1 000 € et qu'il y a un abondement à 8% du PASS à 300%, eh ben, la personne qui versera 1 000 € touchera 3 000 € d'abondement en plus, d'accord? Donc ces 1 000 €, c'est vraiment 25% de la rémunération annuelle brute. Ok? Pour qu'il y ait un salarié dans l'entreprise, on me demande la condition d'un salarié pour que le dirigeant puisse en bénéficier. Et bien, la condition d'un salarié, un salarié, c'est quelqu'un qui a une fiche de paie, qui a un contrat de travail
et qu'il y a un lien de subordination. À partir du moment où ces 3 conditions sont respectées, il y a bien salarié. Mais il faut que ces 3 conditions cumulativement soient respectées pour qu'il y ait un salarié en plus du dirigeant. Est-ce que le TNS a une retraite dégradée? On me posait la question sur le chat. La réponse est oui, au-delà d'un pass, mais pas jusqu'à un pass. C'est ça l'intérêt d'ailleurs de se mettre une rémunération jusqu'à un pass. Ça ouvre des droits. Après, effectivement, l'efficacité chute. D'où l'ouverture d'un plafond, ce qu'on va voir maintenant, supplémentaire pour le TNS. C'est le 154 bis. D'accord? N'y a-t-il pas un abondement de 40% sur les dividendes? Si, il y a un abondement de 40% selon la formule qu'on choisit, mais il peut y avoir effectivement cet abondement de 40% sur les dividendes. L'abondement de 40% qui est pratiqué si on déclare annuel. Pas l'abondement, l'abattement L'abattement, oui, c'est de vrai. 40%, pardon, désolé. Réflexe. Voilà. Et bien, on a répondu à toutes les questions. On va pouvoir avancer sur cette question des plafonds. Alors, les plafonds. Vous avez, vous savez, pour l'épargne en retraite, 2 plafonds différents. Vous avez le 163 Quater Vici, qui est en fait le plafond universel, qui est l'ex-plafond du PERP, d'accord? Et vous avez, pour le TNS uniquement, ce qui était l'ex-plafond Madelin, qui est le plafond 154 bis. Petit résumé des différences entre ces 2 plafonds. La première chose, la première différence à retenir, celle qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est que le 154 bis, donc le plafond, l'ex-plafond Madelin, s'applique sur l'année en cours. Le 163 Quater Vici, à l'inverse, l'ex-plafond PERP, s'applique sur l'année N-1. Extrêmement important. Donc, quand on va calculer le revenu pris en compte pour le 154 bis, ça va être les revenus professionnels de l'année N. D'accord? Le taux, ça va être le taux du pass de l'année N. Pareil pour l'abondement, etc. Il faut savoir simplement que ce qui n'est pas consommé de ce plafond sur l'année N est perdu. À l'inverse, le 163 Quater Vici, on va repartir du bas pour faire le lien logique, le 163 Quater Vici, le plafond qui n'est pas consommé sur l'année N est reportable sur 3 années. D'accord? Et tous les revenus professionnels imposables et tous les plafonds, etc., ce sont ceux qui étaient valables sur l'année civile N-1. D'accord? Pareil pour l'utilisation de l'abondement, etc. Donc tout est en N-1. OK? Donc ça, c'est vraiment la grande différence à avoir en tête. 154 bis, année N, 163 Quater Vici, année N-1. Le plafond 154 bis. Il faut savoir que là, la valeur du conseil que vous pouvez apporter est absolument primordiale. Parce que l'administration fiscale ne calcule pas le plafond relatif au dispositif de l'article 154 bis. C'est donc au contribuable de s'en charger, donc de calculer l'assiette du plafond, d'appliquer le taux et de déduire directement sa cotisation de son revenu imposable. D'accord? Donc, pour toutes ces choses-là, on sait que le TNS aime beaucoup passer du temps à faire ça, mais je pense que l'apport que vous pouvez avoir et le conseil que vous pouvez donner est extrêmement utile pour aider le TNS à connaître son plafond 154 bis et à l'optimiser. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui nous arrivent sur le calcul de ce plafond. Eh bien, on y répond tout de suite. Donc, vous voyez, vous avez Christelle, alors on l'a appelée Christelle, qui est TNS, et en 2022, elle a une rémunération imposable de 100 000 euros. Fait avec des chiffres ronds, pour faire simple. Elle a 6 000 euros de cotisation Madelin santé prévoyance, et elle a 14 000 euros de cotisation Madelin retraite. Quelle est l'assiette de calcul du plafond 154 bis en 2022? Eh bien, c'est très simple. Le plafond 154 bis, ça va être tout ça cumulé. 100 000 euros, la rémunération imposable, plus 6 000 euros de cotisation Madelin santé prév, plus 14 000 euros de cotisation Madelin retraite. Et donc, à partir du moment où vous avez l'assiette de calcul,
vous allez pouvoir calculer l'enveloppe de déductibilité disponible. Et donc là, c'est très simple. C'est, vous prenez 10% de cette assiette de calcul, 120 000 euros fois 10%, ça fait 12 000 euros, à laquelle vous ajoutez 15% de la rémunération au-delà d'un pass. Donc 120 000 moins le pass 2022, donc à 41 000 à peu près, fois 15%, ça vous donne 11 830 euros. Et donc, l'enveloppe de déductibilité totale, c'est ce plafond 10 et ce plafond 15, ce qui nous donne au total 23 830 euros d'enveloppe de déductibilité. Sur le 163 critère Vici, à l'inverse, vous avez, c'est très simple, vous avez le salaire de Sophie, donc vous voyez, très féministe, on prend que des exemples de femmes, donc il y a eu Christelle, il y a Sophie. Vous prenez le salaire, vous prenez le salaire imposable, donc déduction faite des frais professionnels, et vous avez donc l'assiette de calcul du plafond universel, 67 500. Ce qui vous donne 10% de cette assiette, ce qui vous donne un plafond théorique de 6 750 euros. Attention, on doit minorer ce plafond théorique, par exemple, de l'abondement PERCOL perçu l'année civile N-1. Si le dirigeant a perçu 1 500 euros d'abondement sur son PERCOL l'année précédente, il doit les déduire. Et donc son plafond réel est inférieur au plafond théorique. Parce que tout ce qu'on doit déduire, hein, pour mémoire, c'est abondement PERCOL, versement 154 bis qui aurait été effectué et cotisation per obligatoire qui aurait été effectuée également pour le salarié. Donc c'est extrêmement important de bien balayer tout ce champ pour que le plafond réel soit bien calculé. Parce que si la déclaration est mauvaise, le plafond est erroné, et donc on dépasse à ce moment-là, on peut dépasser le potentiel de déduction fiscale, et donc derrière, ça expose au risque de rattrapage. Ce qui est extrêmement intéressant, et qu'on n'a pas toujours en tête, c'est que sur le plafond 154 bis, plus j'épargne pour la retraite, plus je crée de plafond. C'est un cercle vertueux. Alors, ça a une limite au bout d'un moment, hein, mais néanmoins, vous allez voir le mécanisme. Vous avez vu, on part de l'exemple, 120 000 euros de rémunération imposable, plus 10 000 euros de cotisation Madelin Santé Prévoyance. Vous avez un premier plafond qui est 10% de 126 000, hein, qui est donc 12 600. Vous avez un deuxième plafond, vous avez, toujours sur le même calcul de tout à l'heure, qui est 12 730 euros. Donc, vous avez un plafond de déductibilité qui est de l'un plus l'autre, 25 330 euros. Et du coup, si vous cotisez à hauteur de 20 000 euros à la cotisation retraite Madelin, vos deux plafonds vont augmenter. Et du coup, en cotisant de 20 000 euros, vous rajoutez 5 000 euros de plafond de cotisation possible. Si vous cotisez de 30 000 euros, vous rajoutez encore, vous voyez, donc le plafond monte de moins en moins vite, vous rajoutez encore 2 500 euros de plafond retraite. Et là, si vous ajoutez 40 000 euros, vous atteignez le plafond. Mais donc, vous voyez qu'il y a un optimum à trouver, 35 330 euros. Donc là, vous êtes un petit peu au-dessus, mais le plafond est atteint, puisque le plafond, c'est 33 772 euros. Et donc, vous voyez qu'il y a un optimum de cotisation à aller chercher sur le 154 bis. Donc, la cotisation Madelin, c'est une bonne idée pour aller augmenter son plafond de déductibilité. Côté 163, plafond salarié. Vous avez donc, le plafond, on l'a vu, d'accord. Ce qui va être extrêmement intéressant,
c'est que vous allez pouvoir, pour optimiser les versements, chercher les plafonds non utilisés des années précédentes sur 3 années. D'accord? Donc, vous consommez en premier lieu le plafond de l'année en cours. Et si vous allez faire des versements supplémentaires, vous allez aller chercher en deuxième le plafond non utilisé le plus ancien, puis celui de l'année d'après, puis après celui de l'année la plus proche. Donc c'est ça l'ordre de consommation des plafonds du 163. L'année en cours, puis l'année N-3, l'année N-2, l'année N-1. Voilà. Si vous voulez augmenter encore le plafond de déductibilité 163, vous allez pouvoir aller chercher la partie de déductibilité du conjoint. D'accord? Selon le même ordre de consommation, qui est l'année en cours, N-3, N-2, N-1. Attention, soyez bien attentifs dans la déclaration de revenus du dirigeant. Il faut bien cocher la case 6QR de la déclaration d'impôt parce que sinon, il n'y a pas de. Enfin, sinon, la mutualisation n'est pas prise en compte. OK? La grande question, on passe sur un exemple masculin. Jacques, TNS 2022, rémunération imposable 90 000 €, 10 000 € de rémunération Madelin. On a fait l'exercice, on ne va pas y passer longtemps, mais ce qui est important, c'est d'où on part, où on va. Simplement pour vous dire si c'est intéressant de faire payer la cotisation par l'entreprise plutôt que par le TNS. Dans les faits, ça n'a absolument aucun impact. Okay, à la fin, le coût entreprise est le même et la cotisation sera la même. Donc honnêtement, perdez pas de temps là-dessus. On se dit toujours que c'est plus sympa de faire payer l'entreprise que de payer de sa poche. Dans les faits, ça n'a rigoureusement aucun impact. Voilà. On vous renverra ce slide pour le détail des calculs. Mais sachez vraiment que cette question se pose systématiquement. Soyez très à l'aise sur le sujet, ça ne change rien. Alors, petit cas pratique. Sur l'interdépendance des plafonds 163 Catervici et 154 bis. Vous avez une gérante de salle de sport qui a une assiette de rémunération de 100 000 € en 2022. Elle fait un versement 154 bis de 13 000 €. Son BNC 2022 prévisionnel, c'est 87 000 €. À partir de là, son enveloppe TNS 15, selon le calcul qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est 8 829 €. Son enveloppe TNS 10, 100 000 €, 10%, c'est 10 000 €. OK? Donc, son plafond de retraite TNS, et donc jusque-là, je pense qu'on est d'accord, 18 829 €. Quel est le montant à indiquer en case 6QS? Quel est le disponible fiscal pour le 163 Catervici? Eh bien, c'est très simple. Vous avez, on l'a vu, hein, elle va faire un versement de 13 000 €. Ce versement de 13 000 €, il ne consomme pas l'intégralité de son enveloppe qui est de 18 000 €. D'accord? Mais ce qui va être intéressant, c'est de comprendre dans quel ordre les enveloppes TNS 15 et TNS 10 sont consommées. Et bien en fait, en premier lieu, l'ordre de consommation des enveloppes, c'est d'abord l'enveloppe TNS 15. D'accord? Et ensuite, dans un deuxième temps, l'enveloppe TNS 10. Donc concrètement, sur des versements Madelin de 13 000 €, vous allez consommer l'intégralité des 8 829 TNS 15. Et vous allez ensuite, sur le reliquat, 4 071 €, consommer l'enveloppe TNS 10. Donc, en fait, il restera à la louche 6 000 € d'enveloppe, en fait, 163 non consommée. Et donc, si vous voulez, l'assureur n'a pas toutes les infos pour calculer ce montant 6QS. Donc, c'est extrêmement important de bien remplir la case. D'accord?
Sur c'est exactement ce qu'on a dit, hein, sur ces 10% BNC de 2022, vous avez la cotisation TNS 15 versée en 2022, 4 071 €, plus un abondement perçu de 2 000 €. Donc, le plafond de 163 Quater Vici qui restera, c'est 2 629 €. C'est clair pour vous ou pas? Bon. C'est vraiment sur l'interaction, l'interdépendance entre ces deux plafonds. C'est vraiment ce qu'on a voulu vous montrer là-dessus. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat si vous avez des questions. Maintenant, on va voir comment utiliser concrètement ces plafonds. Merci Alexis. Donc là, l'idée, c'est de vous proposer un tableau qui vous présente pour chaque cas concret, en fonction de l'utilisation du plafond 154 bis, le plafond 163 quater vices, avec éventuellement des abondements, avec une rémunération qui est utilisée pour le versement et qui permet de déclencher l'abondement. Voilà, de vraiment prendre cas par cas quelle est la situation la plus intéressante en termes de net reçu à la fin entre le fait de verser sa rémunération en déclenchant l'abondement, en utilisant les plafonds. Donc le premier cas, effectivement, c'est de faire un versement qui déclenche de l'abondement per col et qui est surtout versé à partir d'une rémunération. Donc quand on décompose effectivement l'ensemble des éléments, déjà la rémunération, évidemment, elle implique des cotisations sociales, elle implique également de l'IR qu'on a réglé sur cette part de rémunération. Étant donné que c'est un abondement, un versement per col, on va faire un versement Madelin en complément. Donc grosso modo, le versement per col est de 2 194 €. On a un abondement à hauteur de 300% qui permet d'obtenir 6 581 € d'abondement. Et derrière, on a donc ces cotisations sociales et l'IR qui est déduit, enfin qui est ajouté pardon, au versement et donc au coût. Avec ensuite un versement Madelin Perrin en complément et ça donne un coût global de 11 127 €. Sur les exemples suivants, on va partir de ce même coût global et on va voir ce qu'on peut effectuer. Donc à partir de ce coût de 11 127 €, si on fait un versement Perrin et 154 bis, on a un versement Madelin sur le Perrin qui sera de 8 559 €, qui induira 2 568 € de cotisation sociale versement Perrin. Donc on arrive au même coût. Ensuite, l'abondement per col déclenché avec du 154 bis. Là, on obtient un versement donc, de 2 194 €, donc qui est effectivement déclenché avec du 154 bis. L'abondement per col, pareil, à 300%, donc 6 582 € d'abondement, le maximum. Des cotisations sociales, de l'IR également. Et ensuite, on obtient en complément un versement Madelin de 812 € parce qu'on a un reliquat qui reste et qui induit des cotisations sociales sur le versement Madelin. Donc déjà, quand on voit ces trois... Ah oui, il y en a un quatrième, effectivement, que j'ai oublié, qui est le versement à partir juste d'une prime classique. Donc on reçoit notre rémunération, qui est la prime, et donc qui déclenche des cotisations sociales, de l'imposition, et derrière, il ne nous reste plus qu'une prime de 6 248 € sur un coût de 11 127 €. Et là, c'est vraiment le cas où on ne fait rien, on ne fait pas de versement qui déclenche de l'abondement et qui est déductible. Donc à partir de ces quatre exemples, on va voir quelle est l'épargne constituée globale sur chacun des exemples. Le premier exemple, avec la prime classique, où on reçoit juste son salaire, on obtient donc 6 248 €. C'est le montant de la prime, ce qu'on a vu juste avant. Sur le Perrin et 154 bis, eh ben, on obtient le versement Madelin, les 8 559 € d'épargne reçue, puisqu'on va déduire les cotisations sociales du versement à partir des 11 127 € de constitution de coût. Sur l'abondement per col déclenché avec de la rémunération, on obtient au global 8 776 € de rémunération qui correspond
au versement Percol, plus à l'abondement Percol. Et enfin, le cas le plus intéressant, c'est le dernier cas, l'abondement Percol déclenché avec du 154 bis, tout simplement parce que on a à la fin du reliquat qui nous permet de faire le versement Madelin Perrin pour 812 euros et qui nous permet d'augmenter du coup l'épargne totale constituée à 9 588 euros. Donc ce qu'on voit effectivement, c'est que le fait d'utiliser le plafond 154 bis, de le verser sur un percol qui permet le déclenchement de l'abondement, si en plus on paramètre cet abondement à 300%, eh bien, ça permet d'optimiser absolument toutes les cases, que ce soit les cases épargne salariale en déclenchement l'abondement et les cases également de versement déductible grâce au 154 bis. Et en plus, j'ajoute que ça laisse un reliquat disponible pour aller investir dans le pair individuel. Donc, Percol Exactement. et pair individuel ne s'opposent absolument pas dans l'optimisation de la rémunération du dirigeant. Et ils sont tout à fait complémentaires. Et l'idée, en fait, de ce tableau, c'est de vous dire, allez chercher l'abondement maximum sur le percol avec l'assiette 154 bis et le reliquat, vous allez plutôt privilégier le versement Madelin sur le Perrin afin d'obtenir un maximum d'épargne au total déclenché grâce au Madelin. Et ensuite, quand on fait le travail pour voir ce que peut donner cette épargne nette totale que l'on peut se constituer par an en capitalisant cette épargne, donc on voit qu'en capitalisant sur 20 ans avec un taux de capitalisation très prudent de 2%, et on va prendre une TMI à la sortie qui est de 11%, l'idée c'est d'avoir une TMI plutôt faible afin de vous montrer quand même effectivement l'intérêt du Perrin et par rapport au Percol. On voit que la capitalisation permet d'avoir un intérêt encore accru sur le versement Percol déclenché avec du 154 bis. Puisqu'au fur et à mesure, évidemment, on a de l'épargne nette qui est plus importante qu'avec les autres possibilités d'épargne possibles. Et donc, on obtient 223 634 euros d'épargne sur 20 ans avec ce taux de capitalisation de 2%, sachant que, comme vous le voyez dans le tableau, à chaque fois, on a pris les résultats de fiscalité à la sortie avec les prélèvements sociaux Percol, avec la flat tax et avec l'IR sur la prime du Perrin. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir sur tout ce qu'on vous a dit? Pour un TNS, se constituer un patrimoine avec de l'épargne salariale, c'est vraiment le bon conseil que vous pouvez lui donner. Dans un premier temps, vous utilisez les plafonds du 154 bis, ce qui est extrêmement pertinent pour lui. On consomme donc le 154 bis, et plus on consomme du 154 bis, plus on génère du 154 bis. C'est exactement ce qu'Alexis vous a présenté tout à l'heure, avec l'assiette qui augmente. Pour avoir du 154 bis, en revanche, évidemment, il faut de la rémunération. Donc, l'idée de base, c'est d'avoir une rémunération qui corresponde au minimum à un pass, puisqu'on a vu qu'au-delà, les cotisations productives de droit sont extrêmement faibles. On arrive à des taux de 0,6%, donc nettement moins intéressants. Donc, le socle, c'est une rémunération minimum d'un pass. Au-delà, on se rémunère avec du dividende, complément de rémunération exceptionnelle. Et puis surtout, on génère des versements Madelin, du 154 bis et de l'abondement en le versant sur un percol. De l'abondement à hauteur de ce qu'on a vu, enfin de l'inversement à hauteur de ce qu'on a vu en fonction du taux d'abondement. L'idée, c'est éventuellement d'avoir un taux de 300% dans le cadre d'une entreprise familiale où il n'y a pas de salariés qui peuvent facilement également faire de versements qui iraient consommer également l'abondement maximum de l'entreprise. Et sinon, on utilise des taux d'abondement plus faibles. Alors, simplement, on est à la fin de cette formation. Il reste 3 minutes pour tenir dans les temps. J'ai vu qu'il y avait des questions sur le chat. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous reviendra individuellement pour répondre à chacune de vos questions. On voudrait simplement terminer en vous rappelant deux choses.
Premièrement, c'est l'intérêt de l'offre Generali et deuxièmement, c'est le contexte de marché actuel. Notre offre, au-delà d'être particulièrement performante, elle est extrêmement simple, d'accord? Vous bénéficiez d'un accompagnement des équipes dont on vous a parlé au début, qui est extrêmement qualitatif et personnalisé, d'accord? Et un accompagnement qui concerne toutes les étapes de la vie des contrats en épargne salariale. On vous aide sur l'avant-vente, éventuellement à identifier les entreprises qui pourraient être intéressées par de l'épargne salariale. On vous aide sur la vente, on peut vous accompagner, faire les rendez-vous avec vous et on vous accompagne en après-vente, surtout le suivi, la gestion des contrats, l'animation, la vie des dispositifs d'épargne salariale. Ça, c'est le premier point, c'est vraiment la qualité de l'accompagnement que vous allez trouver. Le deuxième élément, c'est que tous les outils qu'on met à votre disposition, que ce soit pour la souscription, ensuite pour la tenue de compte au niveau entreprise ou salarié, sont extrêmement performants et modernes au top de ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. Donc vraiment, on est sur du 100% digital, zéro papier. C'est vraiment ce que demandent aujourd'hui et les distributeurs et les entreprises. Troisièmement, c'est pas le moindre des avantages. On a une offre financière qui est extrêmement complète, d'accord, en FCPE pour 6 fonds et en 6 caves en direct pour 32 fonds. Vous avez des supports qui sont aussi performants que ceux que vous trouvez sur les meilleurs contrats d'assurance vie, sans chargement, sans frais supplémentaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose à véritablement mettre en avant. Cette offre financière au global, c'est 38 fonds. Et ces 38 fonds, c'est toute classe d'actifs, toute zone géographique, avec en architecture ouverte, d'accord? Parce que outre Sycomore, Generali, Amundi, vous trouvez des fonds de Lazard, de Pictet, de Comgest, de Swiss Life. Vous trouvez vraiment des fonds de tous les meilleurs asset managers de la place. Et c'est une offre qui n'a pas fini d'évoluer, qui n'a pas fini de s'enrichir. Donc vous aurez des nouvelles d'ailleurs de l'évolution de l'offre financière prochainement. Dernier point sur lequel je voudrais insister, il est 11 heures, c'est le fait que l'épargne salariale, c'est très bien d'ouvrir des dispositifs parce qu'il y a un boulevard avec 85% des TPE-PME qui ne sont pas équipés, mais il y a également un boulevard sur le marché du transfert, d'accord? Les 15% d'entreprises qui sont équipées sont très appétentes à la possibilité de transférer leur épargne sur de nouveaux dispositifs, d'accord? Donc vraiment, n'hésitez pas à proposer ces transferts. On vous accompagne de A jusqu'à Z sur ces opérations, sachant que les transferts en épargne salariale sont possibles absolument toute l'année. D'accord? Donc, pensez bien à nous faire signe, pensez bien à profiter de notre accompagnement et, et donc à proposer outre l'équipement, le transfert de dispositifs en épargne salariale quand vous en sentez une opportunité. Voilà, merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à revenir vers nous par mail. Vous allez recevoir votre attestation DDA, de formation DDA sous un mois. Et pour les collaborateurs LFAC, vous allez la recevoir également, donc sous un mois. Voilà, merci à tous, Merci à merci tous. Edouard. On était sur une formation très condensée avec beaucoup d'informations, donc on a dû faire un peu rapidement sur la fin. Et donc on vous envoie les réponses à vos questions On vous recontacte individuellement. dans la semaine. Voilà. Merci pour votre présence. Merci à tous et bon été. Bon été, bonnes vacances. Au revoir. Au revoir.